j'ai donc naturellement écrit en fait pour les adultes pendant quelques années et puis ensuite parce qu'on m'a sollicité, ça n'était pas une idée de ma part, j'ai écrit un roman pour la jeunesse et je me suis posé des questions très sérieuses sur ce que ça voulait dire en fait. J'étais très intimidée, peut-être parce que voilà, j'avais la trentaine et que j'avais l'impression que la petite fille en moi, tout en étant très présente dans les questions qu'elle me posait, parce que toute sa vie, on a habité par son enfance, par ce qu'on a vécu dans son enfance, par les joies et les traumatismes qu'on a pu vivre dans son enfance, par sa relation à ses parents, à ses frères et sœurs. C'est des choses qui marquent toute la vie. Hein. Les gens très âgés continuent à vous raconter des histoires qui se sont passées dans leur enfance et qui les ont construites, qui leur ont fait mal, mais peut-être aussi qui les ont fait réfléchir à leur identité profonde. C'est très très important l'enfance. Il y a une phrase que j'aime beaucoup d'Antoine de Saint-Exupéry, vous savez, l'auteur du Petit Prince, entre autres, qui dit « On vient de l'enfance comme d'un pays ». Eh oui, l'enfance, c'est mon pays. On n'est pas obligé de l'aimer, mais n'empêche qu'il nous a construits. Quand on est adulte, l'enfant se réveille de temps en temps, mais ce n'est pas forcément à lui ou pour lui qu'on écrit quand on est auteur adulte. Et je me demandais justement comment on faisait quand on s'adressait à des gens beaucoup plus jeunes, hein, qui sont peut-être sans expérience, en tout cas sur un certain nombre de sujets. C'était une vraie question sur ce que c'est que l'écriture finalement. Pour qui on écrit, à qui on écrit, est-ce que ça change quelque chose, celui à qui on écrit ou pour qui on écrit? Est-ce que ça change quelque chose dans la pratique d'écriture? Jusque-là, je ne me l'étais pas posé cette question. Le principal travail, vous savez ce que ça a été? Ça a été de réveiller vraiment cette petite fille en moi, qui était là de temps en temps, qui se manifestait quand ça allait pas, ou quand il y avait un souvenir d'enfance qui rejaillissait, soit parce que la vie l'appelait, soit parce que l'écriture l'appelait, mais elle n'était pas si présente constamment. Et puis, tout d'un coup, vraiment, il a fallu que je la réveille. Et j'ai décidé de lui faire confiance. Ce qui explique que j'ai écrit L'Anguille, par exemple, après avoir écrit Murène, que vous avez peut-être entendu parler. Ce livre, c'est le roman adulte. Il y a aussi Une personne sans brame, c'est quelqu'un qui les a perdus. C'est quelqu'un qui va se reconstruire. C'est un roman qui va vers la lumière. Mais c'est quelqu'un qui a conscience de la tragédie qui lui arrive. Alors que Camille, vous avez vu, elle est née sans bras. Il n'y a rien de tragique dans son existence. C'est les autres qui lui renvoient de la tragédie à la figure, alors qu'elle est née dans un corps qu'elle assume et qui lui paraît tout à fait entier et complet tel qu'il est. Il y a ça dans la jeunesse, cette capacité toujours à réinventer, réenchanter, croire que tout est possible, qui est merveilleux. J'ai choisi de faire confiance à cette voie-là. Et en fait, ça m'apporte une joie extraordinaire d'écrire pour la jeunesse. Parce que j'essaye de renouer avec quelque chose que j'ai perdu et que nous perdons tous en étant adultes. C'est cette croyance en la réinvention perpétuelle et en la possibilité de la lumière, toujours. Voilà. Parce que la jeunesse a de beau, la surprise, l'immédiateté, l'étonnement de tout, parce qu'on ne sait pas encore, justement. Comme on ne sait pas, on s'étonne, on s'émerveille. Il y a quelque chose d'extraordinaire dans la découverte perpétuelle du monde, de toutes les premières fois. Nous, quand on est adulte, les premières fois, on n'en a plus beaucoup, en fait. Il y en a encore. Je ne suis pas en train de dire que c'est horrible d'être un adulte, mais il faut reconnaître que l'aventure de la jeunesse, c'est merveilleux. Vous savez, j'ai travaillé pendant 3 ans dans l'humanitaire, en Asie, au Vietnam et aux Philippines, avec des enfants des rues. Des gens qui, à 8 ans, sont déjà drogués, violés, qui doivent voler pour manger, qui sont malades. Des gens dont on pourrait croire la vie sans espoir. Pourquoi est-ce qu'ils continuent à vivre? Pourquoi est-ce qu'ils continuent à se lever? Ils dorment, mais ils se lèvent et ils rient. C'est extraordinaire. Ils rient, ils jouent. Ils inventent des jeux tous les jours. Ils ont une espèce de joie de vivre complètement déconcertante pour nous. Tellement leur vie est rude et difficile. Bah ouais, mais ils ont 7 ans et 8 ans et ils sont immortels. Il y a cette joie-là, cette volonté de vivre, cette capacité à vivre qui fait, moi, mon admiration, quoi. Et voilà, je veux que cet enfant-là continue à vivre à l'intérieur de moi parce que je crois qu'il est très précieux, très précieux. Dans L'Anguille, il y a un peu de toutes les discriminations à la fois parce que ce sont des personnages, en effet, qui sont hors normes sur le plan physique. Enfin, ça parle du handicap, mais ça parle aussi de la discrimination en général, puisque dans cette classe-là, il y a cet élève noir qui dit « Ah ben,
moi j'ai bien compris, noir c'est être handicap, et puis moi être une fille c'est un handicap. Enfin, il y a la question des discriminations en général qui est posée. Euh, ben, moi ça me travaille un peu quand même, on vit dans un monde où la discrimination, on la voit partout. Hein, on la voit partout, c'est difficile d'être soi. C'est difficile déjà d'accepter d'être soi. Vous voyez, pour Camille et Alice, c'est compliqué d'être soi. D'accepter d'avoir un corps comme celui-là, c'est pas forcément simple. Alors ça l'est plus pour Camille qui est née comme ça que pour Alice, qui a probablement vu son corps changer et pour qui il était évident que non seulement il y a il y a une difficulté esthétique, hein, il n'est pas dans les normes, mais en plus les autres lui renvoient toujours ce regard de oui, bah, il est laid, quoi. C'est un peu ça qu'il ressent. Il y a ce handicap, et puis il y a la sensation aussi qu'il éprouve dans son corps de ne pas être à sa place. C'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement le regard des autres, il y a ce qu'on ressent à l'intérieur de soi très profondément, et là, en l'occurrence, c'est un problème quotidien. On a vu, enfin, je veux dire, c'est pas juste des concepts, hein, le handicap, ça veut dire je ne peux pas monter les escaliers sans souffrir, sans transpirer, sans, enfin voilà, c'est très, très difficile au quotidien. Bon, ben ça existe partout autour de nous, enfin, on le voit, quoi. C'est difficile d'être soi, c'est extrêmement difficile d'être soi, et ça l'est d'autant plus que les autres, en fait, vous assignent à une catégorie, vous y enferment, et surtout jugent, parce que la différence, c'est quelque chose de merveilleux, en fait. Vous savez, ce qu'on appelle le désir, la volonté d'autre chose, l'appel vers autre chose. C'est bien parce qu'on est différents. Si on était tous pareils, il n'y aurait pas de désir. Tout ce qu'on désire, c'est justement ce qu'on n'a pas. C'est ce qu'on n'est pas. D'accord? On est rarement à dire non, mais moi c'est bon, j'ai tout ce qu'il me faut. Mais non, vous voulez des trucs dans la vie. Des choses matérielles, des projets, des rêves, des histoires d'amour. Vous avez envie. Parce que vous ne l'avez pas. Parce que c'est autre, parce que c'est l'autre. L'autre, c'est vachement bien, c'est formidable l'autre. C'est tout ce qu'on n'a pas, ça crée du désir, ça donne envie de vivre, ça stimule, ça fait envie de créer des projets, c'est de l'aventure. On commence à s'appauvrir quand on hiérarchise tout ça, quand on le classe. Et ça, c'est le poison du vivre ensemble, c'est le poison de la société. C'est ce qui nous gâche la vie, vraiment. Donc, moi, ça revient dans mes livres. Pas seulement par choix, pas parce que j'ai décidé que ça y est, j'allais combattre les discriminations, mais c'est parce que c'est ce que je vois autour de moi, qu'on parle de Kinderzimmer. Vous voyez bien qu'il y a déjà des hiérarchisations dans Kinderzimmer, qu'on parle de l'anguille ou de murène avec ces gens handicapés. Même si c'est douloureux parfois, hein, parce que vivre avec des gens différents, ça nous demande à tous de nous interroger sur ce qu'on veut vraiment, sur ce qu'on est capable d'accepter de l'autre. Oui, c'est pas facile, n'empêche que c'est ça la vie, quoi. La vie, le vivre ensemble, c'est ça. C'est ça. On ne peut pas faire autrement si on veut, si on veut vivre dans une communauté, quelle qu'elle soit, si on veut être des citoyens, il n'y a pas d'autre solution. Merci. Moi, en tout cas, en tant que lectrice, je sais que c'est comme faire des voyages, tu vois, en littérature. Quand plus tu lis de livres différents, plus tu explores, en fait, la langue, la littérature, des sujets, des sensibilités différentes, et plus ça t'interroge et ça te nourrit sur toi. Je pense que ça participe à la construction de soi, de l'identité, au même titre aussi que d'aller au cinéma, que d'aller au théâtre, que d'écouter de la musique. Hein. Je ne suis pas en train de dire que la littérature, c'est le seul vecteur culturel pour se construire, mais c'est vrai que le livre, moi, personnellement, ce que j'aime dans le livre, c'est qu'il ne me donne jamais toutes les clés. Hein. Il faut que je crée moi-même les images, il faut que je crée les décors, il faut que je déploie une imagination assez dense en fait, hein, pour que le livre devienne la vie. Au début, il y a des signes sur un papier, puis moi je trouve ça excitant comme aventure, de faire en sorte que ces signes-là prennent vie, qu'ils se déploient en décor, en personnages de chair. J'aime ça, tu vois. J'aime ça. Est-ce que vous aimez ça? Je ne sais pas, mais il me semble que l'intérêt de la lecture, c'est ça aussi, et que chaque livre est un voyage, est un nouveau territoire, c'est des nouvelles rencontres, c'est de nouvelles questions, et on n'est pas extérieur quand on lit. Ça fait miroir, ça nous interroge nous-mêmes. Quand un personnage est en colère, ou jaloux, ou aimant, ou triste, ou révolté, ou totalement désespéré, j'imagine que ça vous heurte, que ça suscite des émotions chez vous, que ça vous questionne sur qui vous êtes, sur votre rapport au monde, à la vie, aux autres. En tout cas, pour moi, c'est une école de la vie aussi, la littérature. C'est pas
c'est pas la littérature d'un côté et la vie de l'autre, hein, ça se nourrit, d'où la nécessité du livre imposé par l'école. Moi, je crois que vous êtes sauvés par l'école, là, dans votre rapport à la littérature. Vous pouvez trouver ça pénible, mais tant pis. Tant pis, c'est pour votre bien, je vous le dis. Moi, en fait, je viens d'une famille où les gens lisaient pas. Moi, j'ai jamais vu mes parents avec des livres entre les mains. Je les ai vus avec de la presse. Mon père aimait bien quand même les récits d'aventure, la découverte de l'Amérique, Christophe Colomb, tout ça. Mais sinon, chez moi, ça lit pas. Comment j'ai eu accès aux livres? C'est l'école, hein. Alors mes parents étaient tout à fait d'accord pour m'en acheter des livres, hein. Moi, je viens d'une famille bourgeoise. Il n'y a pas du tout de problème de financement du livre et de la culture, mais c'était pas à la maison, c'était pas si important. Alors moi, l'école m'a donné des livres à lire, des univers à découvrir extraordinaires. J'habitais dans un petit village du sud-est en Provence, où il fait beau presque tout le temps, où il y a des fleurs, où c'est merveilleux, on gratte la terre, on mange des vers de terre, on est à moitié nu, on grimpe aux arbres, enfin, on a une vie assez, comment dire, très très loin de tous les milieux urbains en tout cas. Et puis je me retrouve à lire des livres qui m'emmènent dans les mines de charbon au 19e siècle, qui m'emmènent au Moyen-Âge, qui me font rencontrer des histoires d'amour merveilleuses, qui me font rêver, qui me donnent envie d'aller voir ailleurs si j'y suis. C'est la conquête de soi, hein, c'est ça, hein, l'enjeu, c'est la conquête de soi. Et on peut la faire par d'autres moyens. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a que le livre, vraiment pas. Mais le livre c'est l'univers. Dans un truc qui fait quelques centimètres, vous avez l'univers. Je ne dis pas que les réseaux sociaux, c'est pas intéressant. Je ne dis pas qu'Internet, c'est pas intéressant. Je ne dis pas que les jeux vidéo, c'est pas intéressant. Encore une fois, moi, j'ai aimé cette possibilité de voyager gratos dans des univers que jamais je serais allée voir autrement. Ça m'a vraiment donné envie d'aventure humaine, d'apprendre, ça m'a rendue curieuse. Voilà, donc les profs m'ont donné des listes de livres. Il faut chercher. Les livres, c'est un moyen de chercher. On n'a pas toujours la réponse, mais c'est un moyen de chercher. Et je crois que cet espace-là, un peu retiré du monde, mais dans lequel il y a quand même le monde, parce que le livre, c'est pas le contraire de la vie, encore une fois. Cet espace de silence où peut se déployer votre imagination, qui n'est que le prélude à d'autres échanges, parce que la lecture, c'est peut-être solitaire, mais après, vous en parlez en classe, vous avez des débats, vous avez des échanges, vous découvrez les uns les autres, avec vos points de vue, avec vos sensibilités, qu'est-ce qui vous a marqué, qu'est-ce que vous avez aimé, qu'est-ce que vous avez détesté. C'est vraiment du vivre ensemble. Moi, je crois que le livre, c'est vraiment nécessaire. Je ne dis pas que c'est la seule chose nécessaire du tout, encore une fois. Je méprise absolument pas les autres moyens d'apprendre, de se connaître, de se construire. Mais je crois que le livre a cette espèce de déconnexion, de distance vis-à-vis du monde, tout en continuant à parler vraiment de la vraie vie, qui permet à chacun de se déployer, de prendre le temps de se déployer. Le temps, ça manque. L'espace, voyez. Ça, le livre, c'est un endroit où on peut le faire. Voilà. On n'est pas obligé d'être des boulimiques, mais il faut bien manger. Enfin, c'est un mot très très important que vous dites, hein, le mot rencontre. Hein. Vous savez, il n'y a pas de livre sans lecteur. Quand vous tenez un livre entre vos mains, le livre que vous lisez, c'est votre livre. C'est pas celui du voisin, c'est même pas celui que j'ai écrit moi. Moi, j'ai eu des intentions. Moi, j'ai voulu créer des personnages avec ma sensibilité. J'espère toucher certains endroits en vous, mais c'est mon intention à moi, et c'est pas forcément ce qui va se produire dans votre lecture. Et c'est vous qui avez raison. C'est toujours le lecteur qui a raison. On s'en fout complètement de ce qu'a voulu faire l'auteur. Tant mieux si ce que j'ai fait arrive jusqu'à vous, mais si c'est autre chose qui arrive jusqu'à vous, ou si rien n'arrive jusqu'à vous, c'est pas grave, parce que vous êtes une personne entière avec une histoire, une sensibilité, des attentes, des colères, des joies, des questionnements qui ne m'appartiennent pas. Donc, cette rencontre dont on parle, elle est réelle, c'est pas un mot. C'est comme avec des vraies personnes. Ce qu'on rencontre, ça nous appartient au moment de la rencontre, et c'est pas reproductible ailleurs. C'est très très singulier, ça s'adresse à vous et uniquement à vous. Et moi, c'est ça que je trouve très beau aussi, c'est que c'est cette singularité qu'on a. On est unique quand on lit un livre, et le livre, il est unique pour vous. L'auteur, ce qu'il a fait, c'est super, on peut en parler, c'est intéressant, la fabrique de l'écriture, pourquoi est-ce qu'on écrit, etc. Je suis là pour ça. Mais après, dans le rapport à la lecture, vous êtes seul, et vous aurez toujours raison.